je pense qu'il ne faut pas opposer fidélisation et conquête. Ce sont des logiques qui sont complémentaires et qui se nourrissent l'une l'autre. Les clients existants, en fait, ce sont les premiers pourvoyeurs d'idées et d'opportunités de marché. Donc pour ce faire, il faut bien les écouter. C'est important de comprendre leurs attentes, ce qu'ils apprécient dans votre offre, les limites peut-être de cette offre, quels sont les besoins émergents, comment évolue la concurrence, pourquoi vos clients partent à la concurrence. Et pour ce faire, il faut être attentif à tous les points de contact avec le client. Donc ces points de contact, ils peuvent être physiques, mais aussi téléphoniques, digitaux. Aujourd'hui, on connaît l'importance des réseaux sociaux, donc il faut écouter. Et puis, il faut faire en sorte que dans l'entreprise, ces informations, elles puissent remonter jusqu'à la direction. Je dirais aussi que pour les entreprises, ce qui est important, c'est notamment pour les entreprises qui sont dominantes sur leur marché, qui ont un leadership fort, parce qu'elles ont un produit très innovant, ou plus qu'elles ont un business model disruptif, il faut rester ouverte. Il ne faut pas rester sur ses acquis, sur ses certitudes. Il ne faut pas faire de son business model un dogme. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises leaders avec des business models importants, rémunération résultat par exemple, ou un business model à l'abonnement. Et on sait aujourd'hui que l'abonnement, c'est extrêmement fort, extrêmement résilient. Et donc nous, on avait un peu, je dirais, envie, à chaque fois qu'on avait des nouvelles opportunités, de les faire rentrer dans ces schémas qu'on maîtrisait et qui faisaient notre force. Et je pense qu'à un moment, il faut rester ouvert et se dire, finalement, peut-être qu'on peut y déroger pour créer de la valeur et revenir à des choses assez classiques, telles la facturation au forfait, par exemple. La clé, c'est de toute façon cette création de valeur. Donc, je pense qu'il faut voir le repositionnement, pas forcément comme une rupture, mais c'est l'opportunité d'apporter une nouvelle expertise au marché, sur de nouvelles cibles, de nouveaux segments, mais aussi à ses propres clients. Un exemple, quand GDF Suez est devenu Engie, il a présenté un nouveau positionnement sur la transition énergétique, l'énergie bas carbone. Néanmoins, Engie est toujours aujourd'hui fournit du gaz et de l'électricité à sa base client. Ce qui est important, c'est d'accompagner le changement. Donc déjà, expliquer pourquoi, expliquer à sa base client quels avantages elles vont trouver dans ce nouveau positionnement, dans ces nouvelles offres. Et puis, il faut rassurer sur la qualité de service, mais aussi sur le prix. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, le prix c'est important. Moi, dans une de mes expériences, nous avions racheté un concurrent. Et donc, on a voulu faire passer toute la base client de cette société sur le nouveau modèle de pricing de la société qui avait racheté. Donc, pour ce faire, on avait fourni aux commerciaux des petits tableurs Excel pour qu'ils puissent faire toutes les simulations aux clients existants pour leur montrer comment ils allaient être gagnants ou du moins comment ils n'allaient pas perdre. Et on avait aussi laissé aux commerciaux la possibilité, la latitude, vous voyez, d'éventuellement faire un pricing personnalisé pour surtout convertir cette base client dans le nouveau modèle et ne pas les perdre. Enfin, un des meilleurs moyens de convertir les clients, c'est de co-construire les nouvelles offres avec eux. Là, vous en faites vraiment des ambassadeurs de votre nouveau positionnement. Le repositionnement, c'est une transformation, donc ça nécessite un effort. Et pour que ce soit un succès, il faut embarquer le plus tôt possible l'ensemble des parties prenantes. Il est nécessaire d'impliquer les équipes le plus tôt possible, se méfier des décisions imposées par la direction très top-down. La première étape, c'est d'établir un consensus. Quelle est notre situation sur le marché? Pourquoi on se transforme? Est-ce qu'on est obligé parce qu'on est en difficulté? Ou au contraire, on a une nouvelle opportunité qu'il faut saisir? La seconde chose, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le pourquoi, c'est le quoi. Quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette entreprise? Comment on veut se positionner? Comment on veut être perçu par nos clients et nos compétiteurs? Pour ce faire, une méthode qui a fait ses preuves, ce sont les focus group,
des focus group hétérogènes qui représentent toutes les parties prenantes de l'entreprise, voire même ses clients, et qui va mener ces discussions pour arriver à ce consensus et cette vision. Alors, un conseil que je pourrais donner, c'est ne pas hésiter à intégrer des collaborateurs parfois un peu récalcitrants, rebelles mais constructifs, qui ont envie de faire avancer l'entreprise. L'avantage de ces collaborateurs, c'est qu'ils arrivent à pousser les membres du groupe dans leur retranchement et ça évite les consensus mous. L'avantage également, c'est qu'une fois intégrés, une fois convaincus, ces collaborateurs deviennent de vrais ambassadeurs de la transformation, aussi bien en interne qu'en externe. La deuxième étape, c'est de former et mobiliser les collaborateurs. Souvent, un repositionnement commence par un moment fort de lancement, par un kick-off, qui peut aussi s'accompagner d'un changement de nom, par exemple, de nouveaux codes graphiques, etc. Donc, il est important d'avoir des messages clairs, d'avoir l'ensemble des outils prêts. Ça, c'est la base. Et puis, il ne faut pas oublier que le kick-off ne suffit pas. Il faut être dans une formation continue. Je pense que la clé, c'est la répétition. Les collaborateurs ne s'approprient pas un nouveau positionnement du jour au lendemain. Du moins c'est rare, je pense qu'il faut être toujours dans la répétition. Alors, petit retour d'expérience, justement dans une de mes anciennes entreprises, avec mon équipe, on avait fait des petits posters où on avait mis nos personas, on avait dit différents personas, donc on avait expliqué qui étaient ces personas, quelles étaient leurs attentes, et comment notre offre allait répondre à ces attentes et quels étaient les bénéfices. Donc ces affiches, on les avait mis sur la machine à café, sur les portes des bureaux, dans les couloirs, etc. Les collaborateurs, forcément, passaient 5, 10, 15 fois devant dans la journée. L'idée, c'est de profiter de tous les canaux pour former et reformer vos équipes. Enfin, l'innovation, j'ai dit tout à l'heure qu'elle venait du client, mais elle vient aussi et souvent des collaborateurs eux-mêmes. Donc il faut favoriser l'innovation en entreprise. Il faut que ça devienne une vraie culture d'entreprise. Vous pouvez par exemple mettre en place des projets d'intrapreneurs où les collaborateurs, seuls ou en petite équipe, peuvent prototyper leurs idées, aller les tester auprès des clients, faire les premières missions par exemple, à condition qu'à chaque jalon important, ils viennent rendre compte devant le comité de direction. On a vu que le repositionnement, c'était un vrai projet d'entreprise et sa réussite repose sur quelques fondamentaux. Le premier, c'est la cohérence. Il faut être cohérent entre le message, l'offre et l'expérience client. Il faut que le client se retrouve dans ce que vous lui avez dit au départ. La deuxième chose, c'est la transparence. On en a déjà un peu parlé. Il faut expliquer ce qui change, aussi ce qui reste, et surtout quels avantages les clients, mais aussi les collaborateurs vont y trouver. Après, il faut donner du rythme, du tempo. Ne pas se contenter du simple kick-off. Il faut donner du rythme pour que les clients et les collaborateurs soient embarqués sur le long terme. Et puis, il faut mesurer. Donc, dans le cadre qui nous concerne, comment fidéliser nos clients, il faut suivre comme le lait sur le feu le taux de churn. Comment il évolue, est-ce qu'il baisse, est-ce qu'il monte, à quel rythme. Et puis, il faut le comparer au taux d'acquisition. Et il faut faire attention à l'effet ciseau, parce que vous pouvez acquérir de nouveaux clients, mais si en même temps, vous perdez votre base client existante, vous allez avoir un effet nul sur le chiffre d'affaires. Enfin, l'indicateur important, c'est aussi la valeur du nouveau business. Le volume de clients n'est pas tout, c'est aussi la rentabilité de ces nouveaux clients. Le maître mot, c'est l'agilité. Donc, il faut mettre en place, former, mesurer et surtout corriger. Un nouveau positionnement n'est pas forcément bon du premier coup, il est forcément itératif. La clé, c'est de créer toujours de la valeur pour vos clients existants et pour vos nouveaux segments. C'est d'embarquer vos équipes et de faire vos collaborateurs les ambassadeurs. Et enfin, c'est de piloter le changement avec rythme et agilité.